Dans ce paragraphe, nous allons étudier la notion d'indépendance pour un nombre quelconque de variables aléatoires, alors que dans le paragraphe précédent, c'était seulement pour deux variables aléatoires. Par contre, on envisage qu'un nombre fini de variables aléatoires, conformément au programme de PCSI, les suites infinies ne seront envisagées qu'en maths P. Donc on se donne x1, x2 jusqu'à xn, une suite finie de variables aléatoires, supposées toutes définies sur le même univers oméga. Donc on dira que les variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn sont 2 à 2 indépendantes, lorsque pour tout couple ij tel que i est différent de j, la variable aléatoire xi est indépendante de la variable aléatoire xj. Donc là c'est au sens du paragraphe précédent, parce qu'on prend les variables aléatoires par 2. Alors ici je vous ai rappelé la définition de xi est indépendante de xj. Donc comme pour les événements, ceci permet de calculer la probabilité d'une intersection de deux événements, mais ne va pas marcher pour un événement qui est l'intersection de plus de deux événements. Donc on a besoin d'une notion plus forte, qui est la notion d'indépendance mutuelle. Donc on dira que les variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn sont mutuellement indépendantes, ou indépendantes dans leur ensemble, lorsque, si on prend une liste de valeurs prises chacune par une de nos variables aléatoires, la probabilité donc, de l'intersection ici de n événements, grand x1 égale x1, inter grand x2 égale x2, inter 3 petits points, inter grand xn égale xn, c'est égal au produit des probabilités de ces événements. Donc là, la différence, c'est qu'ici, on n'avait que 2. Ici, je peux en prendre plus de 2. Alors, donc, quand on a n variables aléatoires qui sont mutuellement indépendantes, donc la probabilité d'une intersection de n événements qui font intervenir chacun une variable aléatoire différente, ça devient un produit. Donc ça transforme le symbole inter en symbole pi. Alors bien sûr, comme pour les événements, l'indépendance mutuelle implique l'indépendance 2 à 2, donc c'est une notion plus forte, et la réciproque est fausse. Il existe des variables aléatoires qui sont 2 à 2 indépendantes, mais qui ne sont pas mutuellement indépendantes. Donc ce n'est pas très difficile de trouver un contre-exemple. Alors un petit résultat qui relie les variables aléatoires et les événements mutuellement indépendants. Donc si on prend n variables aléatoires mutuellement indépendantes, si on prend n parties, donc A1 est une partie de x1 d'oméga, A2 est une partie de x2 d'oméga, et AN est une partie de xn d'oméga. Alors les événements associés x1 appartient à 1, x2 appartient à 2, etc. jusqu'à xn appartient à AN, sont des événements mutuellement indépendants. Donc on a démontré ce théorème dans le paragraphe précédent pour n égale 2. Voilà, la preuve est exactement la même, donc on ne le refait pas. Donc un exemple qu'on va dire canonique, c'est presque le plus simple possible, c'est on dispose d'une urne avec grand N boules numérotées, et on fait petit n tirages successifs d'une seule boule avec remise. Pour tout entier k entre 1 et n, on note xk, le numéro inscrit sur la boule tirée au kème tirage. Et bien comme les tirages sont faits avec remise, on pourra dire que les variables aléatoires x1 jusqu'à xn sont mutuellement indépendantes. Alors en prenant grand N égale 2, c'est-à-dire qu'il y a deux boules, on peut utiliser cet exemple pour le jeu de pile ou face. Pile, c'est je tire la première boule, face, c'est je tire la deuxième. Donc pour le jeu de pile ou face, la variable aléatoire xk, c'est obtenir ce qu'on obtient au km lancé, c'est-à-dire xk égale 1 si on obtient pile, et 0 si on obtient face au km lancé. Donc pareil, les variables aléatoires x1 jusqu'à xn sont mutuellement indépendantes. Alors, comme on l'a dit, si les variables aléatoires sont mutuellement indépendantes, alors elles sont 2 à 2 indépendantes. Donc là aussi, la preuve est facile. On ne la refait pas, c'est la même preuve que pour les événements. Alors, une notation, on va dire que des variables aléatoires x1 jusqu'à xn sont IID. Alors ça veut dire indépendantes, identiquement distribuées. Donc on dirait qu'elles sont IID lorsqu'elles sont mutuellement indépendantes et identiquement distribuées. Donc en pratique, ce sera souvent le cas lorsqu'on fait une expérience qu'on répète n fois de manière identique et indépendante. Et xk, c'est le résultat de la kème répétition. Donc si on reprend l'exemple de l'urne ci-dessus,
À chaque fois, XK c'est le numéro inscrit sur la boule tirée au 4e tirage. Comme on tire une boule dans une urne où il y en a grand N numéroté, XK si la loi uniforme sur les entiers de 1 à grand N. Et donc dans cet exemple, on a X1 jusqu'à Xn, IID de loi uniforme sur les entiers de 1 à grand N. Attention à ne pas confondre petit n, le nombre de répétitions, et grand N, qui est le nombre de boules dans l'urne. Alors, toujours la même remarque, en général, l'indépendance mutuelle, elle n'est pas démontrée, et elle fera partie des hypothèses de l'énoncé. Donc il faudra bien lire l'énoncé, et essayer d'en déduire que certaines variables sont mutuellement indépendantes. Donc par exemple, on se donne encore une urne avec 20 boules cette fois, 15 blanches et 5 noires. Et on effectue 12 tirages successifs avec remise. Alors on appelle Y le nombre de boules blanches obtenues au cours des 7 premiers tirages, et Z le nombre de boules noires obtenues entre le 8e et le 12e tirage. Donc comme Y n'est défini que pour les 7 premiers et que Z c'est entre le 8e et le 12e, il n'y a aucun tirage commun entre ceux qui permettent de calculer Y et Z, donc on va pouvoir dire qu'elles sont indépendantes. Par contre, si Z, ça aurait été le nombre de boules noires obtenues entre le 7e tirage et le 12e, donc là, le 7e tirage donne des informations sur Z, il donne aussi des informations sur Y. Donc Y et Z, on ne peut pas dire que d'après l'énoncé, elles sont indépendantes. Alors attention, elles pourraient quand même l'être, des fois on a des surprises. Mais on peut simplement pas dire, d'après l'énoncé, Y est indépendante de Z. Alors, quelques résultats sur les variables aléatoires mutuellement indépendantes. Donc d'abord, la stabilité de la loi binomiale permet de donner le résultat suivant, qui dit que quand on fait la somme de n variables aléatoires IID de loi de Bernoulli, donc IID c'est qu'elles vont être indépendantes et de même paramètre, eh bien on obtient une loi binomiale. Donc précisément, si x1 jusqu'à xn sont IID de loi de Bernoulli de paramètre P, alors la somme de ces n variables aléatoires est une loi binomiale. Alors pour démontrer ce théorème, on a besoin d'un lemme très pratique qui s'appelle le lemme des coalitions. Alors ce lemme, il n'est pas au programme de PCSI, mais en fait c'est un oubli. Du coup il est rappelé dans les sujets de concours pour le moment, donc c'est quand même bien de l'avoir déjà rencontré, voire de le connaître. Bon, normalement s'il faut l'utiliser dans un exercice, il doit être rappelé. Alors ce lemme il dit que si on prend n variables aléatoires mutuellement indépendantes, si on fixe P un entier entre 1 et n, et qu'on se donne deux fonctions, une de R puissance P dans R, et une autre de R puissance N moins P dans R. Donc l'idée c'est que on coupe notre famille en deux. D'un côté il y a P variable, de l'autre il y en a N moins P. Donc on définit deux variables aléatoires, Y c'est la fonction F appliquée aux variables x1 jusqu'à xp, et Z c'est la fonction G appliquée aux variables aléatoires xp plus 1 jusqu'à xn. Donc ici, F est à valeur dans R, donc Y c'est une variable aléatoire réelle, et G est à valeur dans R, donc il en est de même pour Z. Alors lemme des coalitions dit que Y et Z sont deux variables aléatoires qui sont encore indépendantes. Alors on va admettre ce résultat. La démonstration n'est pas très difficile, mais elle est un petit peu technique au niveau des notations. Donc on va l'admettre. Alors donc on va l'utiliser pour démontrer le corollaire 18. Alors c'est une preuve par récurrence. Sur n, donc pour n un entier naturel non nul, on appelle Hn le prédicat. Si on se donne n variables aléatoires IID, donc indépendantes identiquement distribuées, de loi de Bernoulli de paramètre P, alors la somme de ces n variables aléatoires suit une loi binomiale de paramètre NP. Alors attention à ne pas confondre. Ici B avec un seul paramètre c'est Bernoulli, ici B avec deux paramètres c'est binomial. Alors pour n égale 1, donc on se donne une seule variable aléatoire de loi de Bernoulli de paramètre P. Ici donc ma somme c'est x1. Et on a vu dans le chapitre sur les lois usuelles que la loi binomiale de paramètre 1p c'est pareil que la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc on peut dire que x1 c'est la loi binomiale de paramètre 1p. Donc je vous ai redonné la preuve, c'est que la loi binomiale de paramètre 1p, ses valeurs c'est 0, 1. La probabilité que x1 égale 1, on trouve p.
et la probabilité que x1 égale 0, on trouve 1 moins p, donc c'est bien une loi de Bernoulli. Et donc, on peut dire que x1 suit b de 1p, puisqu'elle suivait b de p, et donc h1 est vrai. Alors, hérédité, on fixe n un entier naturel non nul, pour lequel hn est vrai, et on se donne donc n plus une variable aléatoire, IID, de loi de Bernoulli de paramètre p, et on pose S, la somme de ces n plus une variables aléatoires. Ce qu'on voudrait montrer, c'est que S suit une loi binomiale de paramètre n plus 1p. Alors, pour utiliser notre prédicat, on pose T égale la somme des xk, mais de 1 à n. Donc, d'après la relation de Chasles pour les sommes, S, c'est T plus xn plus 1. Donc, les variables aléatoires x1 jusqu'à xn, elles sont IID de loi de Bernoulli de paramètre p. Donc, d'après notre prédicat Hn, la variable aléatoire t suit la loi binomiale de paramètre np. Donc ici, la variable aléatoire t, c'est une loi binomiale de paramètre np, et xn plus 1, c'est une loi de Bernoulli de paramètre p, ou une loi binomiale de paramètre 1p. Donc ici, on fait une somme de deux variables aléatoires qui suivent une loi binomiale. On connaîtra le résultat si elles sont indépendantes. Donc là, on utilise le lemme des coalitions. T est une fonction de x1 jusqu'à xn. Xn plus 1 est une fonction de xn plus 1. Donc d'après le lemme des coalitions, t et xn plus 1 sont indépendantes. Donc comme t est une loi binomiale et xn plus 1 aussi, de même paramètre p, le théorème 12 dit que la somme des deux, c'est une loi binomiale où on additionne le premier paramètre, c'est-à-dire une loi binomiale de paramètre n plus 1p. Donc hn plus 1 est vrai, et d'après le principe de récurrence, hn est vrai pour tout entier naturel n non nul. Alors comment interpréter ce résultat? Donc on se donne un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire qu'on répète n fois de manière indépendante une expérience qui donne succès ou échec. On suppose qu'elle donne un succès avec probabilité p. Donc pour tout cas appartenant à 1n, on pose xk égale 1 si la km répétition est un succès, et 0 sinon. Donc on sait que xk, c'est une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre p. Ensuite, on pose S, la somme de ces variables aléatoires xk. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est une somme dont les termes valent soit 0, soit 1. Donc on va essayer de trouver sa loi. Alors l'univers image de S, et ben, au minimum, ça vaut S prend la valeur 0, puisqu'ici, si je fais une somme de 0, je trouve 0. Et au maximum, c'est quand tous les termes de la somme sont égaux à 1, comme il y a n termes, je vais trouver n. Donc l'univers image de S, c'est tous les entiers de 0 n. Alors de plus, donc S, c'était la somme x1 plus x2 plus 3 petits points jusqu'à xn. Et donc là, on va faire un raisonnement important. Donc dans cette somme, ce sont des termes qui valent 1 ou 0. Quand je les additionne, ça donne le nombre de termes qui valent 1. Mais quand j'obtiens 1 pour une variable aléatoire xk, c'est que j'ai obtenu un succès. Donc je peux dire que S, c'est le nombre de succès quand j'ai répété n fois mon expérience. Et donc, d'après le cours sur la loi binomiale, je sais que S suit la loi de Bernoulli de paramètres n et p. Donc là, c'est une explication de ce résultat. En fait, quand j'additionne des variables aléatoires qui valent 1 ou 0, j'obtiens le nombre de termes qui valent 1, ce que je peux interpréter comme un nombre de succès. Donc le corollaire 18, il donne ce résultat de façon plus abstraite, même sans avoir un schéma de Bernoulli. Une somme de n variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées de loi de Bernoulli suit une loi binomiale de paramètres np. Donc on verra que quand on veut restreindre les hypothèses, par exemple, on peut enlever l'indépendance des répétitions, ou alors on peut supposer que la probabilité d'avoir un succès n'est pas la même au fur et à mesure des répétitions. Par exemple, si c'est des tirages sans remise dans une urne. Eh bien, on ne trouvera pas une loi binomiale à la fin,
Par contre, cette méthode d'étude sera la même, c'est-à-dire que quand on voudra étudier le nombre de succès, eh bien on pourra dire que c'est égal à la somme x1 plus x2 plus xn. Donc ce raisonnement-là, il va marcher dans un cadre beaucoup plus général, c'est pour ça qu'il est important. Alors donc dernier théorème sur les variables aléatoires mutuellement indépendantes. Donc c'est un résultat sur l'espérance. Donc on se donne n variables aléatoires indépendantes, n pas indépendantes, non, on se donne n variables aléatoires x1 jusqu'à xn. Donc on a deux formules très importantes. Première formule, c'est la linéarité de l'espérance qui dit que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Alors faites très attention, cette formule est vraie, même si les variables aléatoires ne sont pas indépendantes, elle est tout le temps vraie. Deuxième formule, donc cette fois, si on suppose que les variables aléatoires x1 jusqu'à xn sont mutuellement indépendantes, alors l'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Donc ce sont deux formules qui se ressemblent, mais qu'il ne faut pas confondre, puisqu'une addition et une multiplication, ce n'est pas du tout la même chose. Et surtout, la première formule est tout le temps vraie, la deuxième n'est vraie que pour des variables aléatoires mutuellement indépendantes. Donc voyons voir la preuve pour bien comprendre la différence. Donc pour la linéarité de l'espérance, on utilise la génération du théorème de transfert qu'on a vu dans le théorème 13. Donc c'est-à-dire pour des variables aléatoires à valeur dans un ensemble E quelconque, et en particulier donc des variables aléatoires à valeur dans R carré, c'est-à-dire des couples de variables aléatoires. Donc on prend un couple de variables aléatoires x1, x2, et on lui applique la fonction f de R carré dans R, qui est un couple associé la somme. Donc le théorème dit que l'espérance de f de x1, x2, donc ici x1 plus x2, c'est la double somme des f de petit x1, x2, donc x1 plus x2, et la loi conjointe, qui est là. Alors on calcule cette double somme, ici donc on distribue, ça fait x1 fois cette probabilité, plus x2 fois cette probabilité, et on coupe en deux sommes. Dans la première somme, on peut mettre x1 en facteur devant, puisqu'on somme par rapport à x2. Donc ça fait x1 fois la somme par rapport à x2, p de grand x1 égale x1, inter grand x2 égale x2, plus somme par rapport à x2 de x2 fois probabilité de grand x1 égale x1, inter grand x2 égale x2. Donc ici, on somme des valeurs de la loi conjointe par rapport à une variable. On a vu que d'après la formule des probabilités totales, on trouve p de grand x1 égale x1. Donc ça fait somme de x1 fois p de grand x1 égale x1, plus la double somme de ceci. Alors ici on reconnaît l'espérance de x1. Ici on ne peut pas simplifier, mais comme il y a une double somme, on fait le théorème de Fubini, donc on échange les deux sommes, et on fait le même calcul qu'au-dessus. Donc une fois qu'on a échangé les deux sommes, on peut mettre x2 en facteur, donc on arrive là. Cette somme ici, on reconnaît la probabilité que grand x2 égale x2, qu'on multiplie par x2 et on somme par rapport à x2, ça fait la moyenne de x2. Et donc on vient de montrer que la moyenne de x1 plus x2, c'était la moyenne de x1 plus la moyenne de x2. Donc c'est un résultat qu'on avait déjà donné dans le chapitre précédent sur les variables aléatoires. Ici on vient d'en donner la démonstration. Alors une fois qu'on l'a établi pour 2, par récurrence quasiment immédiate, on le montre pour n, selon le même principe que dans le théorème précédent. Alors voyons maintenant pour le produit. Donc c'est encore une preuve par récurrence, mais moins immédiate, donc on va la rédiger. Donc pour n un entier naturel non nul, on appelle hn le prédicat. Si x1 et xn sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes, alors l'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Alors pour n égale 1, on prend x1 une variable aléatoire, et on veut montrer que x1, l'espérance de x1 est égale à l'espérance de x1, ce qui est forcément vrai, donc notre prédicat est vrai. Hérédité, on prend n un entier naturel non nul pour lequel hn est vrai, et on se donne n plus une variable aléatoire mutuellement indépendante. Donc on pose y le produit de ces n plus une variables aléatoires, et z le produit des n premières. D'après la relation de Chasles pour les produits, y c'est z fois xn plus 1. Alors on utilise le m des coalitions, donc z
est une fonction de x1 jusqu'à xn, et xn plus 1 est une fonction de xn plus 1, comme x1 jusqu'à xn plus 1 sont mutuellement indépendantes, on peut dire que z est indépendante de xn plus 1. Et donc on utilise le théorème 13, qui dit que l'espérance d'un produit de variables aléatoires indépendantes, ça fait le produit des espérances. Mais d'après le prédicat Hn, l'espérance de z, c'est un produit de n variables aléatoires indépendantes. Donc d'après Hn, ça fait le produit des n espérances. Donc on le réinjecte au-dessus. On obtient que l'espérance de y, c'est le produit de 1 à n plus 1 maintenant, des moyennes de xk. Donc le prédicat Hn plus 1 est vrai, et par récurrence, Hn est vrai pour tout n. Donc là, on a vu dans la preuve pourquoi on a besoin de l'indépendance. Dans le deuxième point, c'est pour utiliser le théorème 13. Alors, ceci peut permettre d'expliquer pourquoi la moyenne de la loi binomiale, c'est NP. Donc si on prend x1 jusqu'à xn des variables i, id de loi de Bernoulli de paramètre P, et si on appelle S leur somme, donc d'après le corollaire 18, on sait que S suit la loi binomiale de paramètre NP. Donc par linéarité de l'espérance, la moyenne de S, c'est la somme des moyennes des xk. Comme xk suit une loi de Bernoulli de paramètre P, sa moyenne c'est P. Et là donc vous faites P plus P plus P n fois, ça fait NP. Donc on comprend pourquoi pour passer de la loi de Bernoulli à la loi binomiale, pourquoi dans la moyenne on a multiplié par n. Alors est-ce que ça marche pour toutes les variables aléatoires de loi binomiale? Donc on vient de le faire sur un exemple. Quand une loi binomiale s'écrit comme une somme de Bernoulli IID. Mais après, si c'est vrai pour une variable aléatoire de loi binomiale, c'est vrai pour toutes les autres, puisque la loi caractérise la moyenne. Donc on peut bien dire que c'est vrai pour toutes les variables aléatoires de loi binomiale. Et alors ce raisonnement, il sera important. Donc si on prend des variables aléatoires qui ne sont plus indépendantes ou qui ne suivent plus la loi de Bernoulli avec le même paramètre, on aura quand même la linéarité de l'espérance pour calculer la moyenne de S, et on trouvera des choses plus compliquées. Donc il faut bien comprendre le raisonnement. Pour étudier une somme de variables aléatoires, on va avoir beaucoup de mal à trouver sa loi, mais grâce à la linéarité de l'espérance, on aura très facilement accès à sa moyenne sans avoir à calculer sa loi. Donc ceci termine le chapitre.